soir, je te retrouve pour une lecture chuchotée, édition 3, des lectures de certaines dissertations que j'ai écrites en classe et que j'ai retrouvées. Je n'avais aucun souvenir que j'avais gardé celle-ci. Je l'ai retrouvée un peu par hasard. Et donc, la voici. C'est une dissertation que j'ai rédigée en première année de classe préparatoire. Le thème de cette année-là, c'était la servitude. La servitude. La servitude. Et en plus, j'ai eu... Est-ce que je vous dis combien j'ai eu? Je dirais plutôt à la fin, ouais. Ça met un peu de suspense. Alors, comme il s'agit d'une dissertation français philo de classe prépa dont le thème global était la servitude, nous devions nous baser sur 3 œuvres au programme dont je vais sûrement parler dans la dissertation. Donc il va y avoir beaucoup de références à ces 3 œuvres, ces 3 livres. En l'occurrence, j'ai ici les 3 livres qui étaient au programme cette année-là. Donc d'abord on a le livre La poésie, discours de la servitude volontaire. C'est vraiment très intéressant ce livre. Il y a beaucoup de phrases très pertinentes, je trouve. C'est beaucoup flioté là-dedans, dis donc. Le petit truc jaune là qui est prépa scientifique 2017. Oh, c'était déjà en 2017, mon Dieu. C'était il y a 6 ans. Ça passe vite le temps. Ensuite dans le programme on avait, alors lui c'était le pavé, on avait Lettres persanes de Montesquieu. J'ai aucun souvenir. J'aime trop l'ASMR avec les livres, vraiment, j'adore. Et enfin la 3e et dernière œuvre du programme, c'était ce livre-là, Une maison de poupée. Donc là c'était une pièce de théâtre de Henrik Ibsen. Je vais vous lire le résumé de celle-ci. Il est un peu, ça va, il est court. Une maison de poupée. Nora est mariée à Thorvald Elmer, avocat sur le point d'être nommé directeur de la banque. Au fil des années, elle est devenue dépendante de son époux, esclave de sa condition de femme. Nora possède cependant un grand secret avec lequel elle estime tenir son époux. Alors qu'elle avait tout misé sur le compromis, elle ne supporte plus la mascarade de sa vie conjugale. Aucune œuvre dramatique n'eut dans le monde autant d'impact sur le mouvement d'émancipation féminine qu'Une maison de poupée, pièce qui n'a rien perdu de son pouvoir de subversion. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette œuvre quand même. Beaucoup d'analyses.
résumé des 2 autres œuvres au moins, on saura un peu plus de quoi on parle dans la disserte. Alors, lettres persanes de Montesquieu. Alors, correspondance fictive entre 2 seigneurs persans partis à la découverte de la France de Louis XIV et leurs amis demeurés à Ispahan. Les lettres persanes connurent un succès immédiat à leur parution en 1721. Confrontant Orient et Occident, l'échange épistolaire mené par Usbek et Rika est le lieu d'interrogation morale, politique et philosophique. Quels sont les mécanismes de l'obéissance au pouvoir despotique? Quels sont les ressorts de la servitude et de la soumission? Autant de questions qui, fascinant la pensée européenne depuis la Renaissance, sont alors d'une brûlante actualité. Mais, à travers elles, c'est surtout à la liberté et peut-être déjà à la forme de gouvernement susceptible d'en garantir la jouissance que s'intéresse Montesquieu dans ce texte inaugural, tant pour son œuvre que pour le siècle des Lumières. Donc ça t'attend. Là aussi il y a beaucoup de choses. Et enfin la petite 4e de couverture de la poésie. Vraiment ce livre il fait vraiment réfléchir. J'aime beaucoup sa réflexion à ce monsieur. Alors, le renom d'Étienne de la Poésie, ami de Montaigne, s'attache à un écrit composé à l'honneur de la liberté contre les tyrans. Comment expliquer qu'un peuple entier puisse ployer sous le joug d'un seul homme sans force ni prestige? À cette question, l'auteur répond que la servitude est volontaire. Ce sont les peuples qui, en acceptant de se soumettre, contreviennent à ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine, la liberté. Pourtant, et c'est là tout le scandale dénoncé par l'auteur, rien de plus simple que s'affranchir du tyran. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre, affirme-t-il. Interrogeant les ressorts secrets de la domination, la poésie construit une œuvre majeure pour l'histoire de la pensée politique. Voilà. J'aimerais beaucoup vous lire quelques passages, mais je pense que sûrement qu'il y en a dans la dissertation, donc on va voir. Allez, on est parti. Alors, la dissertation, j'ai la date, c'était le 11 mars 2017. Incroyable. Donc, il y a 2 copies doubles. Bien remplies quand même. Je vais la redécouvrir avec vous. Je ne sais absolument plus du tout ce que j'ai écrit, c'était il y a 6 ans. On va voir. Alors, je vais vous lire le sujet que j'ai écrit dans l'introduction. Le sujet à chaque fois c'était une phrase d'un auteur. Donc là, en l'occurrence, c'était, ouvrez les guillemets, l'asservissement ne dégrade pas seulement l'être qui en est victime, mais celui qui en bénéficie. Allez, on est parti, on est parti, on est parti. On est parti. Au revoir.
chaîne de soumission soit à l'origine d'une dégradation de l'être victime, mais aussi de l'être tyrannique. C'est ce que nous dit Germaine Tillion dans Le hareng et les cousins, ouvrez les guillemets. L'asservissement ne dégrade pas seulement l'être qui en est victime, mais celui qui en bénéficie, fermez les guillemets. S'asservir, d'origine volontaire car personne n'est contraint de le faire, renvoie ainsi au fait de se mettre sous l'autorité de quelqu'un consciemment ou inconsciemment. Si l'asservissement apparaît, la liberté quant à elle disparaît. L'homme soumis se dégraderait sous le joug. Il perdrait des facultés humaines comme la morale ou alors l'introspection. Or, de par l'existence de cet asservissement, l'être dominant semble également perdre des facultés telles que l'humanité et devient seul face à son peuple. La mise en place de la soumission et de la servitude dégraderait le serf et le tyran. Or, à quoi peut donc bien servir la servitude si elle dénigre autant le serf que le tyran? Point d'interrogation. Nous nous poserons ainsi la question: en quoi le fait de se soumettre est-il dégradant pour le peuple et le tyran? Dans une première partie, nous parlerons des dégradations ou pertes de facultés réciproques. Puis, dans une seconde partie, nous verrons les causes de cette dégradation par la servitude volontaire, pour enfin se questionner sur comment se débarrasser de cette soumission et de retrouver une qualité d'homme originelle si cela est possible. Pour cela, nous utiliserons les œuvres du programme Lettres persanes de Montesquieu, Discours de la servitude volontaire de Boétie et Une maison de poupée d'Henrik Ibsen. Première partie. L'asservissement provoque chez le serf et chez le tyran une perte de facultés humaines. Dans un premier temps, la soumission animalise le peuple. En effet, le fait de s'asservir, de dépendre de quelqu'un, supprime toute forme de conscience réfléchie que ne possèdent pas les animaux. En effet, ce qui distingue l'espèce humaine est sa capacité de réfléchir de par une introspection. Or, la servitude va à l'encontre de ce principe même. Il semblerait ainsi que l'homme soumis s'animalise. C'est ce que dit la Boétie, ouvrez les guillemets. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'en presserai point, bien que rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête redevenir homme, soit vraiment ce qu'il doit avoir le plus à cœur. La Boétie reproche au peuple sa servitude et son animalisation, et renverse la perspective en disant que même les bêtes ne se soumettent pas volontairement
place Nora sous les ordres de son mari. Cette perte d'humanité est également présente chez l'être dominant puisqu'il réduit lui-même ses serfs à l'état animal. Nous pouvons même dire qu'à partir de la mise en place de la servitude, il n'y a plus d'humanité. De plus, la servitude rend inaccessible la liberté. Les théoriciens du contrat social tels que Rousseau défendent l'idéologie que la quête humaine est celle de la liberté et que la liberté caractérise l'homme. Ouvrez les guillemets. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. La poésie approuve cette pensée puisqu'il dit que c'est en se débarrassant du joug que l'on devient libre. Ouvrez les guillemets. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. La soumission élimine la liberté puisque le serf dépend du tyran, comme Nora dépend de son mari, tant sur le point économique que social. Nora a besoin de l'argent de Elmer et d'une réputation dans la société. Il est évident que le tyran perd également sa liberté puisqu'il dépend lui aussi de son peuple, sans lequel il n'est rien. Enfin, de l'asservissement naît des relations de distance entre les individus. Cette théorie, appelée l'insociable sociabilité du philosophe Kant, propose que chaque homme possède deux penchants. Tout d'abord un penchant sociable qui pousse chaque homme à aller vers les autres et d'entretenir de bonnes relations. Puis un penchant existant en chaque homme qui le pousse à s'isoler et à se fermer. Un tyran est alors une personne qui sombre dans le penchant de l'isolement et repousse tout contact avec les autres. De là naît la solitude du tyran qu'évoque la poésie. On peut également prendre pour exemple Elmer qui met à distance Nora en l'écartant de ses affaires. Bien qu'il aime sa femme, il la repousse. Nous pouvons également voir cette distance avec Upsek qui contrôle son sérail depuis l'Europe. De cette soumission naît ainsi un éloignement dans les relations humaines et donc une baisse de la fraternité. Nous pouvons alors résumer les principales dégradations de l'asservissement sur l'espèce humaine par l'animalisation, la perte de liberté et de fraternité. Deuxième partie. Or, nous voulons maintenant savoir quelles sont les causes de cette servitude volontaire provoquant ces dégradations. Il existe deux raisons seulement pour qu'un homme se soumette. La première est la soumission volontaire, inconsciente, de par la coutume. Un peuple asservi depuis longtemps a l'habitude de servir et ne se rend pas compte de sa propre soumission. C'est aussi le cas de Nora qui réalise seulement à la fin de la pièce sa soumission et s'émancipe. Cette soumission est plaisante et ne dérange pas le peuple,
conséquent son propre joug à lui seul. Montesquieu, philosophe des Lumières, a pour but d'éclairer les hommes par la raison et le savoir. On le retrouve dans son œuvre, ouvrez les guillemets. Nous sommes nés dans un royaume florissant, mais nous n'avons pas cru que ces bornes fussent celles de nos connaissances et que la lumière orientale du seul nous éclairait. Fermez les guillemets. La seconde est la soumission volontaire consciente, c'est-à-dire que l'homme est conscient de sa soumission et subit le joug par intérêt. Il y a lâcheté, ouvrez les guillemets. Il se trouve enfin quasi autant de gens auxquels la tyrannie semble être profitable, comme de ceux à qui la liberté serait agréable, dit la poésie. Le peuple préfère subir le joug et perdre leurs droits originels tels que la liberté que de se révolter, le confort avant le droit. Le tyran est victime de cette soumission volontaire et en est la cause. Comme nous l'avons évoqué dans la première partie, le tyran est dépendant de son peuple et devient serf de sa soif de pouvoir de par la servitude volontaire du peuple. Ayant réussi à soumettre un peuple à sa merci, le tyran devient de plus en plus désirant de nouveaux serfs. En effet, les guerres ont pour but de récupérer des territoires, mais aussi s'affirmer sur les autres tyrans et de récupérer leur peuple. Le tyran considère alors son peuple comme une machine de guerre et devient la cause de la brutalité entre les hommes. Il nourrit son peuple afin de l'envoyer à la mort. La servitude volontaire cause ainsi l'apparition de conflits. Pour résumer, de par une soumission volontaire, le tyran, devenant de plus en plus fort, devient en réalité source de massacre. On peut alors aussi dire que le tyran perd sa part d'humanité autant, voire plus, que le peuple lui-même. Troisième et dernière partie. Nous pouvons ainsi nous demander comment se débarrasser de cette soumission. Est-ce possible? La liberté est commutative. Si un peuple décide de se révolter afin de reprendre la liberté originelle, il libère aussi le tyran. En effet, comme le peuple est
seulement dans l'égalité que naît la liberté. On peut voir l'établissement de cette égalité à travers le voyage de Rica et Dubcek, ouvrez les guillemets. J'ai ouï parler d'une espèce de tribunal qu'on appelle l'Académie française. Il n'y en a point de moins respecté dans le monde, car on dit qu'aussitôt qu'il a décidé, le peuple casse ses arrêts et lui impose des lois qu'il est obligé de suivre. Fermez les guillemets. Le fonctionnement d'une société sans rapport de domination se base sur un rapport équitable des lois et des devoirs. L'existence de tribunaux permet de juger les actions du peuple et de choisir à l'unanimité la peine encourue. L'égalité et la liberté entraînent avec elles la fraternité. Enfin, pour pouvoir sortir de la servitude, il faut sortir du mensonge que l'on se fait à soi-même. On croit voir des choses que l'on ne voit pas. J'ai mis du blanco et j'ai pas réécrit dessus. Dommage. C'est ce que dit Charles Péguy dans Notre jeunesse, ouvrez les guillemets. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Le voir ce que l'on voit fait référence à ces mensonges, à ce prisme de la société. L'établissement des médias a permis de sortir de ces mensonges par la liberté d'expression. Ainsi, la liberté de parole et de pensée, de par l'apprentissage, rend inaccessible un rapport de domination. Nous revenons ainsi à l'idée de coutume que développe la poésie. Par la nourriture que l'on donne au loup, ou encore Jean de La Fontaine avec sa fable Le loup et le chien. Ainsi, il est possible de sortir de la soumission par volonté et d'accepter et de comprendre ce qu'il se passe vraiment. L'établissement d'un État avec des lois justes pour tout le monde, la liberté de pensée, d'expression et le savoir sont les clés d'une société sans domination et d'asservissement. Par conséquent, il n'y a plus de dégradation des hommes, mais plutôt un enrichissement. Passons à la conclusion. Pour répondre à la problématique en quoi le fait de se soumettre est-il dégradant pour le peuple et le tyran, nous pouvons dire que tout rapport de domination provoque une perte de droits humains, comme la liberté, l'humanité et la fraternité, tant pour le peuple que pour le tyran, par animalisation des deux côtés. Ces dégradations humaines sont dues à la servitude volontaire et au tyran qui a soif de pouvoir. Et pour vaincre cet asservissement, l'établissement d'une société avec accès au savoir et à la liberté de pensée et d'expression est nécessaire. Néanmoins, nous pouvons nous demander s'il n'existe pas quand même certains rapports de domination dans une société libre et égale. Point d'interrogation. Donc ça c'est clairement
accès au savoir, un peu dans la société dans laquelle on est. On a accès à l'école, à l'éducation, on a la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il n'existe pas quand même des rapports de domination dans notre société actuelle? Oui, ça c'est j'ai envie de dire, c'est la théorie, l'ancienne théorie. Maintenant qu'on a un peu ce modèle, après on décline un peu. Est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on est-ce qu'on ne serait pas cerf inconscient? Ah ah. Du coup, cette dissertation, elle m'a mis très bon devoir, la prof, à la fin. Et elle m'a écrit très bon devoir, bien rédigé, bien argumenté. Après, j'arrive pas à lire ce qu'elle écrit. Les machins du sujet, bien servis par une maîtrise personnelle des œuvres. Waouh, mais elle écrit trop mal en fait. C'est quoi ces profs de français qui écrivent mal? Je sais pas du tout c'est quoi qu'elle a écrit là. Elle est quoi? Les enfraises. Ah, les enjeux. Je relis. Bien rédigé, bien argumenté. Les enjeux du sujet, bien servis par une maîtrise personnelle des œuvres. Ok. Et donc j'ai eu 16 sur 20 en prépa, c'est une très bonne note, d'accord? J'espère que cette lecture vous aura plu tant sur un point ASMR que sur un point intellectuel. J'aime beaucoup ce genre de sujet et j'aimais beaucoup ce thème qui fait beaucoup réfléchir sur rien que l'œuvre de la poésie, la servitude volontaire. Parce que c'est vrai que la servitude, on peut se dire que c'est forcément pas volontaire. Et en fait, lui, il nous dit que si. Ce que je trouvais... en fait, ça m'a fait des déclics quand j'avais lu cette œuvre et que j'avais traité ces sujets. C'est qu'en effet, comment... Par exemple, là, si on prend le cas de notre société, comment quelques entreprises, quelques personnes dans le monde arrivent à tous nous dominer, à nous contrôler et tout. C'est fou. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si certains d'entre vous sont intéressés que je vous lise certains passages de ce livre. En plus, j'ai flotté plein de citations, plein de passages. Très intéressant la manière d'écrire et la manière de réfléchir sur ce sujet de la servitude. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même actuel dans la société. Référence à la vidéo que j'avais faite sur sommes-nous